Sur la fin du mercato, Jocelyn, tu as des postes que tu cites particulièrement en dehors des latéraux gauches qui sont donc sans doute partis tous les deux. Est-ce qu'il y a d'autres postes ciblés encore? Ça va être après, on va laisser passer le match de Reims et puis après ce sera un marché d'opportunités. Voilà. Donc je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, on veut tous la même chose, performer, relancer une dynamique, retrouver des résultats positifs et donc on s'interdit rien. Juste pour finir sur Quentin Merlin, désolé, c'était pas une condition que vous avez fixée d'avoir déjà son remplaçant avant de le laisser partir? C'était pas une condition que vous avez imposée, ça? Bah, quand vous êtes attaqué sur un joueur, c'est toujours mieux d'avoir le remplaçant dans la foulée. Après, c'est une question de timing. Les clubs s'entendent pas. Bon, en règle générale, dans ces périodes de mercato, les clubs qui libèrent un joueur, ils veulent avoir le remplaçant. C'est pas propre au FC Nantes. Voilà, donc après, c'est une question de timing. On peut faire le point santé. Petit point santé Avant Reims, ouais. On a toujours les deux mêmes joueurs en réhabilitation, Ghana et Bastien. Et pour le reste, on a un joueur suspendu, toujours, Benny Traoré, qui va purger son deuxième match, et dont la sanction a été confirmée de 3 matchs fermes. Ce qui est lourd, mais qui est la réalité. Injuste, d'ailleurs, cette confirmation. Je ne sais pas ce qui est juste et injuste, je trouve ça lourd. Les petits soucis que certains joueurs avaient à la fin du dernier match, c'est réglé. Il n'y avait pas Moussa qui avait pris un petit coup. Ouais, Moussa s'était fait mal en début de match, mais non, ça va, il s'est entraîné. Tout le groupe est opérationnel. Est-ce que vous avez obtenu une explication, c'était il y a 15 jours, mais de M. Lannoy sur les... Je crois que vous aviez sollicité. Oui, on a échangé avec M. Lannoy qui a été très bien, très pédagogue. Après, je reste pas d'accord du tout sur les décisions qui ont été prises. Ça, c'était avant l'aval. Il y a eu l'aval depuis. Et donc, je peux pas... Il y a des choses qui impactent nos matchs. Et cette question-là de l'arbitrage et des décisions factuelles qui sont prises me pose problème. Là, il n'y avait pas la VAR sur la Coupe de France, mais tu as le sentiment que cet arbitrage, il ne va pas forcément, entre guillemets, en s'améliorant ces dernières années, alors qu'on l'a peut-être aidé avec la vidéo? Non, je trouve que la VAR, ça va dans le bon sens, normalement. Après, je trouve que c'est pas toujours utilisé à bon escient. On a du mal parfois, c'est pas propre à nous, c'est les entraîneurs d'une manière générale, parfois on a du mal à comprendre pourquoi un arbitre ne va pas voir la VAR. Alors il ne va pas voir l'écran en tout cas, parce que le responsable de la VAR décide que c'est pas nécessaire. Donc, bon, il y a parfois des choses qui sont surprenantes, mais nous, on doit s'adapter à ça. On a vu le président de Brest demander à ce qu'elle soit supprimée, tu ne vas pas jusque-là. Non, parce que j'ai toujours trouvé que c'était une bonne chose. Après, il y a tellement d'enjeux aujourd'hui que ça doit être une aide à l'arbitrage, mais on s'aperçoit qu'on a, malgré l'arbitrage vidéo, l'aide à l'arbitrage, parce que c'est une aide au départ, et ça se comprend, l'arbitre ne peut pas tout voir. Voilà, je trouve qu'il y a quelques couacs. Et en tout cas, il y a en ce moment des couacs qui nous impactent directement, et voilà, j'espère que ça va évoluer. Comment dans quel état d'esprit tu abordes ce déplacement à Reims, sur une pelouse qui réussit très peu à Nantes? Dernière victoire, c'est 46 ans quand même. Comment tu l'abordes dans ce contexte qui est celui de Nantes aujourd'hui? On a tous été très touchés déjà par l'élimination en Coupe de France. On a perdu une occasion de garder une tradition nantaise sur la Coupe. Et
Bon, une fois qu'on est éliminé, on bascule sur le match qui suit. Là, c'est la préparation de Reims. Voilà, il faut qu'on mette toute notre énergie sur ce match. On a préparé toute la semaine en travaillant bien, encore une fois. Mais après, il faut que sur le match qui suit les bonnes semaines de travail, que ça se concrétise, que ça s'améliore. On a fauté contre Laval et on ne reviendra pas là-dessus. Reims effectue une très, très belle saison. Ils ont des très bons résultats, ils ont une bonne dynamique. Mais ils sont comme nous, ils ont été sortis de la coupe, alors nous contre une Ligue 2, contre une nationale. Voilà, donc ça peut arriver aussi à des équipes avec une meilleure dynamique. Voilà, mais on sait que la Ligue 1, en Ligue 1, il y a des incertitudes tout le temps, il y a des surprises tout le temps. Voilà, et à nous de nous dire, on peut aller prendre des points partout. Voilà, ça doit être, il faut qu'on aille chercher les choses, parce que ça tombera pas comme ça. Je pense que la mentalité est là, pas suffisamment encore. Il faut qu'on soit plus dur. Il faut qu'on soit, Kelvin vous l'a dit, lui, il adore défendre. Il aime ça. Il faut qu'on soit dans cet état d'esprit-là. Il faut aimer d'abord défendre son but, être dur à jouer pour l'adversaire, pour qu'on soit meilleur et inverser la tendance. Dans ce genre de situation, comment on essaie d'inverser la tendance? Parce que c'est vrai qu'il y a eu l'élimination en coupe, il y a eu Clermont qui était un peu le même type de match. On parlait des erreurs d'arbitrage. On peut tomber dans la sinistrose dans ce genre de situation. C'est quand on se réfugie dans le travail, sur des choses très concrètes, tactiques, ou ton rôle aussi, c'est un peu mental, d'essayer de remonter les joueurs mentalement et leur dire que c'est une mauvaise passe. Vous avez raison, c'est un peu tout ça. Il faut toujours être lucide, faire la bonne analyse, être factuel, ne pas se laisser gagner par les émotions ou la déception. Donc l'analyse, il faut la faire. Et après, c'est trouver les leviers pour rebooster tout le monde, redonner un objectif de semaine. Là, c'est à nouveau la Ligue 1, tout sur la Ligue 1. On a 16 matchs de Ligue 1 à jouer et on doit mettre toute notre énergie là-dessus. Bien sûr qu'il faut parler au groupe, mais il faut aussi montrer des choses à la vidéo. Il faut parler individuellement à certains joueurs, ce qu'on a fait cette semaine, ce que j'ai fait cette semaine. Encore une fois, on fait le job. Après, il faut que ça bascule dans les têtes, qu'on croit encore plus en nous, qu'on reste positif, évidemment. Et puis, pour inverser la tendance, pour moi, il y a une combi de trois choses. Le premier, c'est de hausser notre niveau, à tout point de vue. Qu'on soit, je viens de le dire, plus dur, plus défenseur dans nos 30 derniers mètres, qu'on mette plus d'énergie et plus d'insistance, de persévérance, appelez ça comme vous voulez, pour concrétiser les occasions qu'on se crée, parce qu'on s'en crée quand même pas mal depuis un moment, mais on finit mal, donc c'est améliorer ça. Donc c'est vraiment hausser le niveau, être meilleur, tout simplement. Je pense que le deuxième point, on vient de l'évoquer, c'est aussi moi j'ai envie que le FC Nantes soit arbitré normalement. Ce n'est pas le cas ces dernières semaines. On n'est pas arbitré normalement. J'ai envie que le FC Nantes soit plus respecté. Et être plus respecté, c'est juste être arbitré normalement. Voilà. Donc ça, c'est un deuxième point. Et le troisième point, c'est qu'on ait ce petit facteur de réussite, que les dieux du foot soient un peu plus avec nous, parce que ça compte aussi pour que les matchs basculent pour nous. Le président Kita est descendu dans le vestiaire après le match contre Laval. Il a tenu un discours aux joueurs. C'était dans cet esprit-là également, ou est-ce que vous pouvez nous dire à peu près ce qui s'est dit à ce moment-là? Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'a pu dire le président. Après, sans trahir de secret, il a vraiment insisté sur le fait qu'on doit rester unis, soudés, tous ensemble. Ça, c'est fondamental dans des périodes où on manque de résultats. Il faut qu'on reste ensemble. Ça colle aussi à l'ADN FC Nantes. Quand on parle de jeu collectif, on est ensemble. Là, c'est la même chose. Sur une crise de résultats, on doit rester ensemble. Et donc, c'était surtout ça la teneur du discours. Qu'est-ce
qu'il faut modifier aujourd'hui, Jocelyn, selon toi, dans l'animation de ton système pour que toutes les carences que tu évoques, défensivement, offensivement, eh bien s'effacent peu à peu? Je pense qu'on est en amélioration sur notre animation, on fait beaucoup de choses, on se crée des situations. Après, je pense que la responsabilité du joueur en situation, dans une zone donnée du terrain, la réponse doit être meilleure. Voilà, pour mieux finir pour une occasion, il y a des équipes qui n'ont pas besoin de 36 occasions. Laval s'est qualifié en ayant une occasion. Je vois sur les terrains de Ligue 1 des équipes qui ont besoin de 2 occasions pour gagner 1-0. Voilà, nous, à Lyon, on a eu un paquet de situations, on a mal fini. Contre Clermont, je ne vous en parle même pas. Contre Laval aussi. Voilà, donc là-dessus, il faut qu'on soit meilleur. Et puis, qu'on ne fasse pas des erreurs grossières dans notre moitié de terrain qui ont trop de conséquences. Ça, c'est une combinaison de tout ça. Mais c'est ça où c'est le niveau. Ça veut dire en appeler quelque part à l'intelligence footballistique du joueur, plus qu'à l'organisation qui est mise en place ou ce que vous faites. C'est tout, c'est toujours un tout. C'est toujours un tout. C'est l'animation, c'est ce qu'on met, c'est l'utilisation du ballon, c'est à la perte de balle, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on se met, est-ce qu'on reste haut, est-ce qu'on reste bloc médian, où est-ce qu'on va presser. Toutes ces choses-là, on les met en place. Je trouve que ça répond très bien. Mais ça ne prend pas forme aujourd'hui et pour l'instant parce que voilà, d'un côté, on fait une petite erreur qui a trop de conséquences et de l'autre côté, dans l'autre surface, on n'est pas assez incisif pour marquer quand on doit marquer. Voilà, c'est ça, on doit l'améliorer. Alors ça passe par la prise de conscience individuelle, ça passe aussi certainement par retrouver un peu plus de légèreté pour être peut-être moins crispé et donc être plus juste techniquement. Et puis ça passe peut-être aussi par des changements de joueurs. Est-ce que le fait quelque part de jouer Reims, qui est une équipe, comme vous disiez, bien classée, qui a des bons résultats, c'est pas plus facile pour le FC Nantes d'aujourd'hui? Je m'explique par rapport à Lyon, comme tu dis, vous avez un pléthore d'occasions sans les mettre, Clermont, où vous avez largement dominé aussi, Laval aussi. Et je prends l'exemple du match de Nice, par exemple, où vous avez été dominé en bloc bas et où vous avez été plus efficace pour le coup en ayant moins le ballon, moins l'initiative du jeu. Oui, c'est un résumé. Après, je pense qu'on n'a pas trop joué en bloc bas contre Nice non plus. Après, Nice a un jeu très marqué possession, donc il garde le ballon et souvent très loin du but adverse. Donc il faut s'adapter à ça. Après, on sait que Reims, même s'ils ont aussi des joueurs absents à la CAN ou blessés, ils ont de très bons joueurs, ils sont capables de faire des différences offensivement. Voilà, la dynamique des deux équipes n'est pas la même aujourd'hui. Si ce n'est que sur le dernier week-end, on a tous pris, eux comme nous, un coup derrière la tête. Quand on veut faire un parcours en coupe, c'est toujours embêtant de se faire éliminer par une équipe d'un niveau en dessous. Voilà. Ce sera une configuration. De toute façon, tous les matchs sont difficiles, vous l'avez vu, on le sait tous. Mais je sais aussi que quand on est prêt, il y a toujours des opportunités en Ligue 1. Dans ton animation au milieu de terrain, on a découvert un Pedro Chirella un peu plus haut que les habitudes qu'on pouvait avoir avec lui. Est-ce que tu t'interroges encore? Est-ce que tu cherches la bonne formule? Tu nous as dit que tu voulais faire jouer les trois, et Douglas, et Moussa et Pedro. Oui, parce qu'ils sont plutôt bien. Faut s'appuyer aussi sur ses points forts. Il y a toujours, quand on fait des choix d'entraîneur, on a un vestiaire, on en choisit 20 pour le match et on doit en mettre que 11. Donc il y a toujours en fonction de la configuration du match, en fonction de l'adversaire, en fonction de la forme du moment, en fonction de la semaine d'entraînement, toutes ces choses-là entrent en ligne de compte. Et donc on fait des choix, il y a un arbitrage parfois à faire. Voilà, c'est de trouver la bonne formule pour que les joueurs soient à la fois à l'aise individuellement, qu'on les mette dans de bonnes dispositions et puis que ça aide l'équipe. C'est bon? Si, une autre question. On évoquait le cas cette semaine, justement. Jürgen Klopp vient d'annoncer qu'il quittait Liverpool. Il est arrivé là-bas en 2015 et il a laissé entendre que c'était vraiment tellement exigeant qu'il ne se sentait pas capable de
de continuer à la tête du club. Qu'est-ce que ça t'inspire sur la personne, sur l'entraîneur que tu as côtoyé un petit peu, et puis sur la fonction en elle-même, même si on a aussi évoqué le sujet. Ouais, sur l'entraîneur, c'est un entraîneur qui a une carrière incroyable. Il a redonné vie à Liverpool en 2015. Il a un palmarès, ils ont fait 3 finales de Champions League. Il a fait des choses incroyables. Il a réussi à remobiliser son équipe quand elle n'allait pas bien au départ, mais ensuite, après le titre de champion d'Angleterre aussi, ils ont eu des difficultés et puis ils sont toujours là. Il est résilient, il donne beaucoup d'énergie. Après, je comprends, quand on fait 9 ans, je pense 9 ans non-stop dans un gros club, c'est usant. Le métier peut être usant, et c'est vrai que s'il ressent ça, c'est qu'il prend la bonne décision pour lui. Ce sera un nouveau cycle pour Liverpool. Je suis allé passer 4 jours là-bas il y a 6 ans maintenant, un peu moins de 6 ans. C'était juste avant, 15 jours avant leur première finale de Champions League qu'ils avaient perdu. Et je suis content d'avoir vu ce que j'ai vu en 4 jours, des séances, des attitudes, parce que à la fois ça donne des idées et puis ça renforce sur le plan des convictions sur le jeu. Sur le phénomène d'usure d'un coach répété des années au plus haut niveau, est-ce que c'est devenu plus exigeant ces dernières années? Est-ce que ça a changé justement? On est sûrement plus exposé encore qu'avant, je pense, parce que tout est commenté, disséqué. Bon, c'est assez rare d'avoir des moments où vous avez des feedbacks positifs, ça ne dure jamais longtemps. On peut être vite remis en question sur une mauvaise série de résultats. On parle souvent plus du négatif que du positif. Tout est commenté, on fait un métier où tout est sur la place publique quand même. Il n'y a pas beaucoup de métiers comme ça, peut-être en politique. Et dans le foot qui est très populaire, et c'est bien, mais en même temps, ça reste un métier où tout est commenté. Donc l'entraîneur est forcément, à un moment donné, mais c'est comme ça. Moi, je me plains pas de ça, c'est la réalité. Tout est analysé, et pourquoi ci, et pourquoi ça, il faut ci, il faut ça. Voilà. Bon, après, j'ai pris un exemple juste avant où il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte pour faire des choix et des choses qui se passent au quotidien entre nous dans la semaine. Et donc, on a énormément d'informations, énormément d'éléments qui nous font décider. Je ne pense pas qu'il y ait un entraîneur sur la planète qui prenne des décisions contre son club. Et donc, on veut toujours améliorer l'équipe, on veut toujours prendre les bonnes décisions pour aider l'équipe, prendre les bonnes décisions pour aider son club. Et moi, je suis obnubilé par ça.